Ma femme a divorcé de moi parce que sa meilleure amie l'avait convaincue que je la trompais avec une femme que je n'avais même jamais rencontrée. La preuve était une histoire détaillée racontant m'avoir vu au restaurant Romano's le 15 mars, tenant la main et embrassant une brune près du bar. J'étais dans une salle de conférence à 50 miles de là ce soir-là, présentant des rapports trimestriels à 12 collègues qui pouvaient tous confirmer exactement où j'étais. Les faits n'avaient pas d'importance. Quelques heures après l'appel téléphonique de Vanessa, Claire a fait ses valises, a déménagé dans la chambre d'amis de sa meilleure amie et a cessé de répondre à mes messages. Dès le lendemain matin, elle parlait à un avocat spécialisé dans le divorce. 8 ans de mariage commençaient à s'effondrer à cause de captures d'écran qu'elle ne m'avait jamais montrées et d'accusations qu'elle ne m'avait jamais demandé d'expliquer. Pendant que j'appelais des conseillers conjugaux et demandais une chance de prouver mon innocence, Vanessa publiait des mises à jour soigneusement formulées sur le soutien aux amis à travers la trahison et l'importance de connaître sa valeur. Elle jouait parfaitement le rôle de meilleure amie protectrice, réconfortant ma femme à travers les conséquences d'un mensonge qu'elle avait soigneusement construit. 6 mois plus tard, les papiers étaient signés, notre maison vendue, nos finances divisées, tout ce que nous avions bâti ensemble était réduit à des documents juridiques et des pièces silencieuses. Tout cela parce que Claire a fait plus confiance aux mensonges de sa meilleure amie qu'à son mari. Je pensais que c'était là que l'histoire se terminait. Puis, à 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Sophie, une de nos amies communes, qui pleurait, s'excusait et me demandait si j'étais assis. Elle avait des captures d'écran. Des captures d'écran qui prouvaient que l'affaire n'avait jamais existé, et que la personne qui avait détruit mon mariage avait tout avoué par écrit. Claire et moi avions ce que tout le monde appelait un mariage parfait. Nous étions ensemble depuis la 2e année de collège, mariés depuis 8 ans, propriétaires d'une maison de 3 chambres dans un quartier calme, et avions un compte d'épargne joint mis de côté pour le voyage en Europe que nous planifions depuis notre lune de miel. Nous organisions des dîners où nos amis plaisantaient sur nos objectifs relationnels. Nous avions des routines, prenions le café ensemble tous les dimanches matins, des soirées en amoureux 2 fois par mois, des mots de passe Netflix partagés, et des blagues d'initiés qui faisaient lever les yeux au ciel aux autres couples. De l'extérieur, nous semblions incassables. Mais il y avait toujours Vanessa. Elle avait été la colocataire de Claire à l'université, la demoiselle d'honneur à notre mariage, et la personne que ma femme appelait en premier pour chaque nouvelle, bonne ou mauvaise. Elle s'envoyait des messages constamment, partageait tout, et avait le genre d'amitié intense qui me faisait me sentir comme un 3e roue dans mon propre mariage. En y repensant, je peux voir les signaux d'alarme que j'ai ignorés. Vanessa avait l'habitude d'attirer l'attention sur elle. Elle a gâché la fête d'anniversaire surprise de Claire en arrivant ivre et en déclenchant une dispute. Elle a convaincu Claire d'annuler notre dîner d'anniversaire parce qu'elle avait besoin de soutien lors d'une autre crise relationnelle. Toute décision importante que nous essayions de prendre en couple passait d'une manière ou d'une autre par Vanessa d'abord. Quand j'en ai parlé, Claire est devenue défensive. « Tu es juste jaloux », disait-elle. « Tu ne comprends pas les amitiés féminines. » Vanessa a été là pour moi plus longtemps que quiconque. La dynamique a changé après le divorce de Vanessa 6 mois avant que tout ne s'écroule. Elle a commencé à appeler Claire tard le soir, à se présenter sans prévenir, et à faire des commentaires sur la façon dont le mariage change les gens et enferme les femmes dans des vies qu'elles n'ont pas choisies. Bientôt, elle remettait en question tout sur notre relation, pourquoi je travaillais tard parfois, pourquoi je n'envoyais pas de SMS constamment, pourquoi je n'étais pas plus romantique comme les hommes dans les films. Claire a commencé à me répéter ces mêmes questions presque mot pour mot. Un soir, après un autre dîner interrompu, j'ai réessayé. Vanessa traverse une période difficile, ai-je dit. Mais j'ai l'impression qu'elle t'éloigne de nous. Claire n'a pas hésité. C'est ma meilleure amie. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Et pas moi. Ce n'était pas ce que j'avais dit. Mais c'était exactement ce que je ressentais. Au moment où cette histoire sur Romano a refait surface, la confiance entre nous n'avait pas éclaté. Elle s'était déjà amincie. Une conversation à la fois. L'appel est arrivé un mercredi soir pendant que je corrigeais des copies à mon bureau. J'entendais le téléphone de Claire vibrer dans la cuisine, puis sa voix devenir plus perçante à chaque minute qui passait. « Tu es sérieuse ? Au Romano, quand ? » Une pause. Une brune. Quelle taille ? Qu'est-ce qu'elle portait ? Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention au début. Plus tard, je réaliserai autre chose. Vanessa n'a pas seulement raconté une histoire à Claire.
Elle lui a raconté une histoire qui ne laissait aucune place aux questions parce qu'elle s'est assurée que Claire se sentirait stupide de les poser. Mais quelque chose dans le ton de Claire m'a fait arrêter. Alors, il lui tenait la main. Une autre pause. Tu es absolument sûr que c'était lui? C'est là que j'ai réalisé qu'elle parlait de moi. L'appel a duré encore 10 minutes. Claire arpentait la cuisine, demandant des détails, les répétant, prenant des notes. Au moment où elle a raccroché, la maison semblait différente. 20 minutes plus tard, elle se tenait dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Son visage était pâle. Son téléphone dans une main, un bloc-notes rempli de points dans l'autre. « J'ai besoin de te demander quelque chose », a-t-elle dit. « Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » « Bien sûr, ai-je dit. »« Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu le 15 mars, le soir des présentations trimestrielles ?» J'ai sorti mon agenda. Au bureau. Nous avions des réunions tardives. Je ne suis rentré qu'à près de 22 heures. « Vanessa t'a vu au Romano ce soir-là » a-t-elle dit, avec une autre femme. Je l'ai fixé. C'est impossible. Je n'étais nulle part près de Romano. Elle l'a décrite, a continué Claire, brune. À peu près ma taille, robe rouge. Vous vous teniez la main au bar. Claire, je présentais au service comptable. 12 personnes peuvent confirmer où j'étais. Elle n'a pas noté cela. Au lieu de cela, elle a fermé le bloc-notes. Vanessa ne mentirait pas sur quelque chose comme ça, a-t-elle dit. C'est ma meilleure amie. Elle a glissé son téléphone dans sa poche et m'a regardé comme si la conversation était déjà terminée. Ce fut le moment où j'ai compris que quelque chose s'était brisé et que je n'allais pas avoir la chance de le réparer. Claire a fait ses bagages le soir même. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la chambre et la regardais prendre des vêtements de notre placard partagé, pliant chaque pièce avec la même précision soignée qu'elle utilisait pour tout. Elle les a placés dans la valise que nous avions achetée pour notre voyage de noces en Italie, celle que nous avions prévu d'utiliser pour les vacances européennes qui n'ont jamais eu lieu. Elle a pris son ordinateur portable, ses livres préférés, la boîte à bijoux que sa grand-mère lui avait donnée, et la photo encadrée d'elle et Vanessa de leur remise de diplôme universitaire. Elle s'est brièvement arrêtée devant la commode, scrutant la surface comme si elle faisait un inventaire. Elle n'a pas fait ses bagages comme quelqu'un qui part en colère. Elle a fait ses bagages comme quelqu'un qui nettoie un désordre. Et cela faisait plus mal que n'importe quel cri parce que cela signifiait qu'elle avait déjà accepté une version de moi qui n'existait pas. Elle a laissé derrière elle la photo de notre jour de mariage, celle où nous rions tous les deux de quelque chose que son père a dit pendant la réception. « Où vas-tu » ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Chez Vanessa » a-t-elle dit sans hésitation. Elle m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en aurais besoin. « Claire, on peut ralentir ça » ai-je dit. « On peut en parler. » Il n'y a rien à dire. Elle a fermé la valise. Je t'ai fait confiance et tu m'as menti au visage. Je n'ai pas menti. Je n'étais pas dans ce restaurant. Je n'ai même jamais été au Romano. Elle a fait rouler la valise vers la porte, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui part en voyage d'affaires, pas de quelqu'un qui met fin à un mariage. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires ce week-end, a-t-elle dit, déjà en train d'atteindre la poignée. La porte s'est refermée derrière elle. 8 ans de vie partagée sont devenus une maison pleine d'espaces vides. La deuxième brosse à dents est restée à sa place. La tasse de café qu'elle utilisait toujours est restée intacte dans l'évier. Le silence semblait permanent. En moins de 24 heures, l'histoire s'est répandue. Je ne l'ai pas entendue directement au début. Je l'ai remarqué de petites manières. Des messages qui restaient sans réponse. Des appels qui sonnaient plus longtemps que d'habitude. Un groupe de discussion dont je faisais partie depuis des années est devenu silencieux du jour au lendemain. Dès l'après-midi suivant, c'était évident. Au supermarché, j'ai rencontré Sarah, une des collègues de Claire. Elle m'a vu arriver dans l'allée des céréales et a immédiatement tourné le dos. Quand j'ai prononcé son nom, elle s'est arrêtée et m'a regardé comme si j'avais commis une offense tacite. « Je n'arrive pas à te croire », a-t-elle dit. Claire est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Il y a une erreur. Elle a secoué la tête. Vanessa nous a tout dit. Cette phrase me suivait partout. Mes amis ont cessé de m'inviter à des événements de groupe. Les projets de week-end ont disparu.
Des gens que je connaissais depuis des années traversaient la rue quand ils me voyaient. Même de simples connaissances semblaient savoir exactement quel genre de personne ils pensaient que j'étais. Pendant ce temps, Vanessa publiait des mises à jour soigneusement formulées sur le soutien aux amis à travers la trahison et l'importance de rester aux côtés des personnes qui comptent le plus. Chaque publication recueillait des commentaires pleins de sympathie et d'encouragement de personnes qui n'avaient jamais demandé ma version de l'histoire. 2 semaines après le déménagement de Clara, je l'ai appelée. Nous devons parler, ai-je dit. Cela devient incontrôlable. Elle a accepté de me rencontrer au bureau du docteur Matthews, le conseiller conjugal que nous avions consulté une fois auparavant lors d'une période difficile 3 ans plus tôt. À l'époque, le docteur Matthews nous avait aidés à mieux communiquer. Je pensais que peut-être elle pourrait nous aider à retrouver une conversation rationnelle. Maintenant, quand Claire est entrée dans le bureau, j'ai su que cet espoir était mal placé. Elle s'est assise les bras croisés, légèrement tournée loin de moi. Ses réponses aux questions du docteur Matthews étaient courtes, nettes et soigneusement neutres. « Que faudrait-il pour que vous envisagiez de travailler ensemble là-dessus » a demandé le docteur Matthews. « Une explication honnête » a dit Claire, fixant le mur derrière ma tête, ce que je n'obtiendrai pas. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon calendrier du 15 mars. Je lui ai donné les noms et les coordonnées de tous les collègues qui pouvaient confirmer où j'avais été. J'ai proposé des relevés de cartes de crédit, des relevés téléphoniques, tout ce qui pourrait prouver que je n'avais été nulle part près de Romano. Elle n'a pas regardé l'écran. Elle n'a posé aucune question de suivi. Elle a attendu la fin de la séance. 3 semaines plus tard, une enveloppe de Peterson & Associates Family Law est arrivée dans ma boîte aux lettres. Claire avait demandé le divorce. J'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine, la même table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 8 ans. Différences irréconciliables, division des actifs, considération de soutien conjugal, langage juridique qui réduisait notre mariage à des postes et des délais. Mon avocat, David Chen, m'a expliqué le processus avec une précision calme. Elle demande la moitié de la valeur de la maison, la moitié de l'épargne commune, et une pension alimentaire temporaire pendant qu'elle s'installe, a-t-il dit. C'est la norme dans les divorces sans faute. Sans faute, ai-je répété, même si je n'avais rien fait de mal. Le tribunal ne détermine pas qui est en faute, a-t-il répondu. Seulement comment diviser ce que vous avez construit ensemble. J'ai signé le contrat et j'ai vu 8 ans de mariage se transformer en un numéro de dossier. Alors que le processus légal avançait, les conséquences sociales s'aggravaient. Dans les cafés, les conversations s'arrêtaient quand je passais. À la salle de sport, les gens qui me repéraient auparavant au banc évitaient le contact visuel. Au Target, des chuchotements me suivaient dans les allées jusqu'à ce que quelqu'un réalise que je pouvais les entendre. L'histoire avait voyagé vite et elle avait voyagé proprement. Aucune incertitude, aucune lacune, juste une version des événements que tout le monde semblait à l'aise d'accepter. J'ai commencé à remarquer la même phrase partout. Vanessa l'a vu. Vanessa ne mentirait pas. Vanessa a été tellement un soutien. J'ai rencontré Marcus à la banque un après-midi. Nous n'avions jamais été proches, mais nous nous connaissions assez longtemps pour des conversations informelles. « Salut », a-t-il dit. « J'ai entendu parler de toi et Claire. C'est dur. »« As-tu entendu pourquoi ?» ai-je demandé. Il a hésité. Le truc de la tricherie. Mais honnêtement, ça me semble familier. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a baissé la voix. Vanessa a fait quelque chose de similaire il y a des années. Jake et Emma, elle a remarqué des problèmes. Les choses ont dégénéré. Ils ont rompu. Puis elle était là pour aider Emma à traverser ça. Cette conversation est restée avec moi. Au cours de la semaine suivante, des commentaires similaires ont refait surface sans que je le demande. Des noms différents, des couples différents, le même schéma. Vanessa apparaissait toujours au début de la rupture, jamais au début de la relation. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas corrigé l'histoire. Je ne me suis plus défendu. J'ai juste écouté. À peu près à la même époque, Sophie a commencé à agir différemment. Elle avait toujours été l'une des rares personnes qui me reconnaissaient encore. Mais maintenant, chaque fois que nous nous croisions, elle semblait distraite, mal à l'aise d'une manière qui ne correspondait pas à l'hostilité à laquelle j'étais habitué. À la fête d'anniversaire de Hannah, elle a à peine croisé mon regard. Quand j'ai essayé de parler,
elle a trouvé des raisons de se déplacer dans la pièce. Ça va, ai-je demandé quand nous nous sommes retrouvés près de la table des boissons. Oui, a-t-elle dit rapidement. Juste fatiguée. Elle est partie tôt sans dire au revoir. 2 jours plus tard, je l'ai vue assise seule au café près de mon bureau. Elle fixait son téléphone, la mâchoire serrée, son pouce planant au-dessus de l'écran comme si elle relisait quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Quand elle m'a remarqué, elle a immédiatement verrouillé le téléphone et forcé un sourire. Nous avons échangé quelques phrases neutres. Le travail, la météo, rien qui n'ait d'importance. Mais quand elle s'est levée pour partir, elle a hésité. Sa main est restée sur le dossier de la chaise plus longtemps que nécessaire. Prends soin de toi, a-t-elle dit, la voix tendue. Je l'ai regardée partir, les épaules tendues, le téléphone serré dans sa main. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt. L'histoire qui avait détruit mon mariage n'était pas encore terminée. Et tout ce que Sophie portait, c'était plus lourd que des banalités, mais pas quelque chose qu'elle était prête à déposer. L'appel est arrivé à 2h17 du matin un mardi. J'étais éveillé, assis à la table de la cuisine avec des documents juridiques étalés devant moi. Calcul de règlement, scénario de division des actifs, chiffres qui étaient censés représenter une vie que je n'avais plus. Quand mon téléphone a sonné, j'ai failli l'ignorer. Personne n'appelait à cette heure-là à moins que quelque chose de grave ne se soit produit. Bonjour, c'est Sophie. Sa voix semblait mince, tendue. Tu es réveillé? Oui, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause sur la ligne assez longue pour que je pense que l'appel avait été interrompu. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-elle finalement dit. À propos de Claire, à propos de ce qui s'est réellement passé. Cela a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas au téléphone, a-t-elle dit rapidement. On peut se rencontrer quelque part? Quelque part en public? 20 minutes plus tard, nous étions assis dans nos voitures sur le parking d'un dîner ouvert toute la nuit juste à côté de l'autoroute. L'endroit brillait de lumière fluorescente, vide à l'exception d'un camion qui tournait au ralenti près des pompes. Nous sommes restés à l'intérieur de nos véhicules, les fenêtres entr'ouvertes, les moteurs tournant pour combattre le froid. Sophie était assise rigidement sur le siège du conducteur, les 2 mains serrées autour de son téléphone comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-elle commencé. Je sais, mais j'avais peur. Peur de quoi? Vanessa, a-t-elle dit sans hésitation. Elle ne laisse personne la contrarier. Pas sans conséquence. Je n'ai pas répondu. L'histoire à propos de Romano, a continué Sophie. Ça n'est jamais arrivé. Je l'ai regardé à travers le pare-brise. Quoi? Elle l'a inventé, a dit Sophie. Tout. Le restaurant, la femme, la date. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu es sûr? Elle m'en a envoyé un message la nuit avant d'appeler Claire. Elle a déverrouillé son téléphone, ses mains tremblant maintenant, et me l'a tendu par la fenêtre ouverte. J'ai des captures d'écran. Les premiers messages étaient datés du 14 mars. Vanessa, j'en ai marre de regarder Claire gaspiller sa vie avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Vanessa, elle mérite mieux que lui. J'ai fait défiler. Sophie, de quoi parles-tu, Vanessa? Tu sais exactement ce que je veux dire. Quelques messages plus tard, Vanessa, Romano demain soir. Vanessa, brune, robe rouge, place au bar. Vanessa, les détails comptent si tu veux que ce soit crédible. Mes mains tremblaient maintenant. Elle l'a planifié, ai-je dit doucement. Continue à lire, a répondu Sophie. Les messages du lendemain sont apparus. Sophie, tu as vraiment appelé Claire? Vanessa? Bien sûr que oui. Elle devait savoir. Vanessa, ça ne fait qu'accélérer les choses. J'ai fait défiler à nouveau. Sophie. Mais ce n'est pas vrai, Vanessa. C'est assez vrai, Vanessa. S'il était un meilleur mari, elle ne douterait pas de lui. J'ai dégluti difficilement. Plus bas, des semaines plus tard, Vanessa. Claire va mieux sans lui. Vanessa, elle voit enfin clairement. Sophie, elle est malheureuse. Vanessa, elle s'en remettra. Vanessa, je lui ai rendu service. La dernière capture d'écran était datée d'il y a 3 jours. Vanessa,
je suis vraiment fier de la façon dont cela a fonctionné. Vanessa, leur mariage n'était pas fort si elle me faisait confiance plus qu'à lui. J'ai rendu le téléphone lentement comme s'il pesait plus qu'il n'aurait dû. Elle a tout détruit, ai-je dit. C'est sorti d'un ton monocorde. J'ai vu ça arriver, a dit Sophie, les larmes coulant sur son visage. Tu as perdu ta femme, tes amis, ta réputation, et je n'ai rien dit. Pourquoi maintenant? Parce que je ne peux plus vivre avec ça, a-t-elle dit. Et parce qu'il y a plus, elle s'est essuyé le visage. D'autres personnes ont vu ces messages. Des groupes de discussion, des collègues, Anna, Jessica, des personnes en qui Claire a confiance. Et personne n'a parlé. Vanessa a clairement fait savoir ce qui se passerait s'il le faisait. Sophie a dit qu'elle gardait des leviers sur les gens ou prétendait le faire. Vanessa n'avait pas besoin de leviers réels pour effrayer les gens. Elle avait juste besoin d'une réputation à ruiner quiconque la défiait. Elle laisserait accidentellement fuir des captures d'écran privées. Elle sèmerait le doute dans les bonnes oreilles. Elle transformerait un moment embarrassant en une histoire qui vous suivrait pendant des années. Tout le monde savait qu'elle le faisait. Personne ne voulait être le prochain. J'ai regardé le parking vide, l'enseigne du dîner clignotant. Claire a choisi de la croire, ai-je dit. Oui, a répondu Sophie doucement. Mais elle y a été guidée pendant des mois, des années. Nous sommes restés en silence après cela. La vérité était enfin révélée, mais elle n'avait encore rien réparé. Elle était juste là entre nous, lourde et irréversible, attendant d'être utilisée. J'ai passé les 3 jours suivants à fixer ces captures d'écran sur mon téléphone, essayant de décider quoi en faire. La preuve était irréfutable. Vanessa avait fabriqué toute l'histoire, admis avoir manipulé Claire, et exprimé une fierté sincère d'avoir détruit notre mariage. J'avais la preuve qui pouvait me disculper complètement, restaurer ma réputation et la révéler pour ce qu'elle était exactement. Mais j'ai aussi compris autre chose. Montrer les captures d'écran à Claire ne réparerait pas automatiquement ce qui avait été brisé entre nous. La confiance ne fonctionne pas comme un interrupteur. On ne peut pas la rallumer après que quelqu'un ait passé des mois à choisir activement de croire le pire de vous. Claire n'avait pas simplement cru aux mensonges de Vanessa. Elle avait rejeté les calendriers, les témoins, les relevés téléphoniques et même la thérapie de couple plutôt que d'envisager qu'elle puisse se tromper. Les captures d'écran prouveraient que je n'avais pas trompé. Elles ne prouveraient pas que notre mariage valait la peine d'être sauvé. Pourtant, elle méritait de connaître la vérité sur la personne en qui elle avait confiance avec notre vie ensemble. Le vendredi matin, j'ai appelé David Chen et lui ai expliqué ce que Sophie m'avait donné. Les messages textes montrant la préméditation changent complètement le contexte, a-t-il dit, surtout si votre femme a demandé le divorce sur la base de fausses informations. Que me recommanderiez-vous? Documentez tout. Transmettez-moi des copies pour nos dossiers. Ensuite, décidez si vous voulez aborder cela en privé d'abord ou le laisser entrer dans le processus légal. Je n'ai pas hésité. Il ne s'agit pas de levier, ai-je dit. Il s'agit de clarté. Ce même week-end, j'ai commencé à entendre parler de changements dans le comportement de Claire. Anna l'a mentionné en premier quand je l'ai croisée près du café de mon bureau. Claire pose des questions, a-t-elle dit doucement. À propos de Romano, à propos du moment où Vanessa a mentionné t'y avoir vu pour la première fois. C'était nouveau. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que Vanessa n'en a parlé qu'après coup. Anna a fait une pause. Claire n'a pas discuté. Elle est juste restée silencieuse. Au cours des jours suivants, j'ai entendu des choses similaires. Claire posait des questions aux gens sur les délais, sur qui avait été où, sur des détails qu'elle n'avait jamais remis en question auparavant. Jessica m'a appelé mardi matin. Elle m'a demandé si je trouvais étrange que Vanessa sache exactement ce que tu étais censé porter, a-t-elle dit. Des détails qu'elle n'aurait pas pu voir de l'autre bout d'un restaurant bondé. Claire posait enfin les bonnes questions, celles qu'elle avait refusé de poser quand elle comptait le plus. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Claire, on peut parler? Juste nous deux. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te demander à propos de cette nuit-là. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Moi, demain, lieu public. Je ne discute pas de ce qui s'est passé. Une pause. Claire, Riverside Park, 15h, près du pavillon. Moi, j'y serai. J'ai posé mon téléphone face contre la table.
Ce qui allait se passer ensuite ne serait pas une question de réparer le passé. Il s'agirait de savoir si la vérité comptait maintenant, après que tout le reste ait déjà été perdu. Je suis arrivé à Riverside Park 10 minutes en avance et j'ai choisi un banc près du pavillon où d'autres personnes étaient visibles, mais pas assez proches pour entendre. Des familles avec des enfants sur les jeux d'enfants. Des joggeurs suivant le chemin pavé qui serpentait autour de l'étang. Des promeneurs de chiens s'arrêtant pour discuter près de la fontaine. La vie normale continuait autour de la conversation qui allait avoir lieu. Claire est arrivée exactement à 15 heures, vêtue du même manteau de laine marine qu'elle possédait depuis l'université et se tenant comme quelqu'un qui approche d'un entretien d'embauche auquel elle ne voulait désespérément pas assister. Elle s'est assise à l'autre bout du banc, laissant délibérément un espace entre nous qui ressemblait à sa propre forme de communication. À quelques mètres de là, Sophie se tenait près du chemin, près des arbres, faisant semblant de faire défiler son téléphone, assez près pour nous voir, assez loin pour ne pas interférer. « Merci d'être venu, dit Claire doucement. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien offert en retour. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai réfléchi à certaines choses à propos de cette nuit au Romano, à propos de l'histoire que Vanessa m'a racontée. Oh, quoi? Les détails, dit-elle, parlant plus lentement maintenant. Certains d'entre eux n'ont pas de sens quand j'y pense vraiment. J'ai attendu, la laissant parcourir le processus qui l'avait amenée ici. Elle a dit qu'elle t'avait vu te tenir la main au bar avec cette femme, continua Claire. Mais j'ai appelé Romano hier. Ils n'ont pas de place au bar. Ils n'en ont jamais eu. Ce ne sont que des tables et des cabines. Mon expression ne changea pas. Je n'allais pas l'aider à travers cette réalisation. Elle m'a dit que la femme portait une robe rouge. Elle a décrit sa taille, ses cheveux, même ses bijoux. Mais elle a aussi dit que le restaurant était faiblement éclairé, trop sombre pour voir clairement d'où elle était assise de l'autre côté de la pièce. Claire fit une pause, regardant l'étang. Et le plus étrange, ajouta-t-elle, la voix brisée, c'est que j'ai vérifié mes propres photos de cette nuit-là. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce qu'elle continue. J'ai pris une photo de notre salon à 20h41, murmura-t-elle. Le chien était sur le canapé. Ton ordinateur portable était ouvert sur la table basse et je peux voir le coin de ta veste de costume accrochée à la chaise parce que tu as oublié de la ranger. Ses mains se sont serrées sur ses genoux. Tu étais ici, dit-elle, pas au Romano. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la capture d'écran que Sophie m'avait transmise. Tu veux savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, ai-je demandé, lui tendant l'écran. Claire a regardé le téléphone dans ma main comme s'il pouvait contenir quelque chose de dangereux. Elle a lu le premier message, puis le second. Son visage est devenu progressivement plus pâle en faisant défiler tout le fil de conversation, en regardant Vanessa planifier et exécuter le mensonge avec des détails documentés. 14 mars, murmura Claire, lisant l'horodatage. Elle a envoyé un message à ce sujet la nuit avant de m'appeler. Continue à lire. Les mains de Claire tremblaient visiblement maintenant alors qu'elle continuait à lire les messages. Ceux sur la manipulation justifiée, sur le fait de rendre service à Claire en mettant fin à son mariage, sur la fierté sincère de la réussite du plan. Elle a détruit notre mariage intentionnellement, a dit Claire, sa voix se brisant sur le dernier mot. Oui. Non pas parce qu'elle pensait que tu me trompais réellement, mais parce qu'elle a décidé que je serais mieux sans toi. C'est ce que disent les captures d'écran. Claire a regardé le téléphone un long moment, puis me l'a rendu. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. J'ai choisi de la croire, a-t-elle dit, plutôt que toi. Plutôt que 8 ans de mariage, plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Je n'ai même pas voulu regarder tes preuves. Je n'ai pas voulu écouter tes explications. J'ai refusé d'envisager que tu disais la vérité. Non, tu n'as pas voulu. Elle s'est essuyée les yeux avec la manche de son manteau. Peux-tu me pardonner? J'avais passé des mois à réfléchir à cette question précise. Oui, ai-je dit. Je peux te pardonner d'avoir été manipulé. Le soulagement a inondé son visage. Mais je ne peux plus te faire confiance. Le soulagement a immédiatement disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le pardon et la réconciliation sont deux choses complètement différentes, ai-je dit. Tu n'as pas juste accidentellement cru un mensonge à mon sujet. Tu l'as activement choisi. Mais maintenant nous connaissons la vérité. Maintenant nous savons que tu as été manipulé. J'ai interrompu. Nous savons aussi que quand ça comptait,
tu ne m'as pas fait assez confiance pour poser les questions difficiles. Claire pleurait encore plus fort maintenant. Et si nous allions de nouveau en thérapie? Et si je coupais complètement les ponts avec Vanessa? Certains choix ne viennent pas avec un bouton de réinitialisation, ai-je dit, me levant du banc. S'il te plaît, a-t-elle dit, n'abandonne pas sur nous. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La paix. J'espère que tu apprendras à faire confiance à ton propre jugement, ai-je dit. Et j'espère que tu ne donneras plus jamais à quelqu'un d'autre le pouvoir de prendre des décisions comme celle-ci pour toi. Je me suis tourné vers le parking. Elle a prononcé mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. En m'éloignant, les bruits du parc ont rempli le silence. Les rires des enfants, le plongeon d'un chien dans l'étang, le faible bourdonnement de la vie ordinaire qui continuait sans nous. Pour la première fois depuis la nuit où elle avait fait ses valises, j'ai réalisé que je ne partais pas en colère ou avec un sentiment de perte. Je partais avec clarté. Ce n'était pas une vengeance. C'était simplement le moment où j'ai cessé d'attendre quelqu'un qui m'avait déjà montré qui elle était. Sophie m'a envoyé des nouvelles au cours des semaines suivantes. Les captures d'écran avaient circulé dans notre cercle social plus vite que je ne l'avais imaginé. Une fois que les gens ont réalisé ce que Vanessa avait fait, non seulement à moi, mais potentiellement à eux, la réaction a été rapide et décisive. Anna a été la première à couper complètement le contact. Puis Jessica, puis la plupart des collègues de Claire qui l'avaient soutenue pendant le divorce. Les discussions de groupe qui s'étaient autrefois ralliées au récit de la trahison de Claire sont devenues silencieuses lorsqu'il s'agissait de défendre les tactiques de manipulation de Vanessa. Elle a appelé tout le monde pour essayer de s'expliquer, m'a dit Sophie lors d'une de nos réunions autour d'un café, affirmant que les captures d'écran étaient sorties de leur contexte et qu'elle protégeait simplement Claire d'un mauvais mariage. Quelqu'un la croit? Non. Trop de gens se souviennent qu'elle a fait des choses similaires auparavant. Le schéma est trop clair maintenant. Vanessa avait appris ce qui se passe quand votre réputation est bâtie sur les secrets des autres et que votre influence dépend de drames fabriqués. Quand les fondations s'effondrent, tout s'écroule en même temps. Pendant ce temps, Claire avait entamé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne pour me reconquérir. Les appels ont commencé 3 jours après notre conversation dans le parc. Puis sont venus les messages textes, de longues excuses détaillées expliquant à quel point elle était désolée, à quel point elle s'était trompée, à quel point elle voulait arranger les choses entre nous. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec un mot sur les deuxièmes chances. Elle s'est présentée au café où je prenais mon petit déjeuner tous les samedis matins, espérant une autre conversation. Elle a même contacté David Chen pour savoir s'il y avait un moyen d'arrêter la procédure de divorce. J'ai ignoré les appels, supprimé les messages sans les lire, jeté les fleurs, demandé au personnel du café de me faire savoir si elle était là avant que j'arrive. Le divorce a été prononcé un jeudi matin de décembre. Claire n'a pas contesté la procédure. La maison a été vendue le mois suivant. L'argent a été divisé exactement selon le règlement initial. En janvier, j'avais emménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville, un appartement d'une chambre avec une bonne lumière et sans souvenirs partagés. Je suis resté en contact avec Sophie et quelques autres personnes qui avaient été prêtes à défendre la vérité quand cela comptait. J'ai évité les événements sociaux où je pourrais croiser Claire ou quiconque lui restait fidèle à sa version des événements. J'ai recommencé à sortir au printemps, avec prudence, lentement, avec le genre de circonspection qui vient des leçons difficiles sur la confiance et le jugement. La femme que je fréquente maintenant est quelqu'un qui pose des questions directes quand quelque chose n'a pas de sens. Qui vérifie les sources avant de croire les histoires, qui comprend que la loyauté signifie soutenir la croissance de quelqu'un, pas permettre ses pires décisions. Claire a appris à faire confiance à la mauvaise personne au pire moment. J'ai appris quelque chose de différent. J'ai appris que s'éloigner de quelqu'un qui ne vous fait pas confiance n'est pas un échec. C'est du respect de soi. Et une fois que j'ai compris cela, tout a finalement eu un sens. Je n'ai pas perdu ma femme à cause du mensonge de Vanessa. Je l'ai perdue au moment où Claire a décidé que ma parole ne valait pas la peine d'être protégée.